Au début de l'opération militaire spéciale, toute l'Europe, tous les Européens, tout le camp occidental, on va dire, étaient complètement unis. Et puis on voit qu'avec le temps, effectivement, des divisions apparaissent. Quand j'étais à l'école, j'étais jeune, on apprenait Yalta par cœur. Maintenant, en Occident, plus personne ne sait ce que c'est, à peu près plus personne ne sait ce que c'est que Yalta. Malheureusement, moi comme Européen, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais les dirigeants européens sont des dirigeants qui sont médiocres. La Russie, depuis le début de son existence, on va dire il y a 1000 ans, a toujours été préoccupée par sa sécurité parce qu'elle n'a pas de frontières naturelles. Ici, on a renversé les choses. On dit que c'est les Russes qui envahissent. En réalité, dans la réalité historique, c'est les Russes qui ont été envahis par les autres. Alors pour moi, il y a eu deux gros changements depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le premier, ça concerne, on va dire, le rapport de force militaire. C'est-à-dire qu'on a constaté, après 3 ans de lutte, 3 ans de combat, que la Russie ne s'était pas du tout effondrée comme l'espérait l'Occident. L'Occident pensait que l'économie russe, à cause des sanctions, allait disparaître, allait au fond être anéantie. Ça ne s'est pas du tout produit. Ce qui fait que la Russie, sur le plan militaire, a même gagné au fond en importance. Ça, c'est la première, je pense, c'est la première leçon qu'on peut tirer de cette expérience. C'est aussi vrai d'ailleurs un peu du côté de l'Ukraine, parce que du côté ukrainien, on constate aussi que l'Ukraine ne s'est pas elle aussi ne s'est pas effondrée, qu'elle a été capable de résister grâce à cette aide occidentale. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas un combat entre Russie et Ukraine, c'est un combat entre la Russie et 41 pays, notamment de l'OTAN, qui soutiennent l'Ukraine. Ça, c'est, je pense, la première leçon, c'est-à-dire que c'est une guerre qui dure depuis un certain temps et qui peut encore durer, même si depuis maintenant à peu près une année, la Russie grignote, gagne du terrain, etc. Ça, c'est, je pense, la première chose dont il faut tenir compte. C'est la résilience, je dirais, pour résumer, la résilience de la Russie, mais aussi en partie de l'Ukraine. Puis alors, l'autre phénomène important, c'est que ce conflit a permis l'irruption sur la scène internationale de ce qu'on appelle le Sud global, des BRICS. Avant, ce Sud global était perçu comme un monde indivisé, comme un monde très vague, flou, non organisé, sans colonne vertébrale. Or, depuis 3 ans, on a vu que ce Sud global s'organisait, devenait une force active, et on va dire avec ou derrière ou avec l'aide des BRICS, les BRICS eux-mêmes se sont renforcés, non seulement de façon qualitative, à travers le développement de leurs institutions, de l'institution économique, des échanges économiques hors dollar, mais aussi en agglomérant autour d'eux de plus en plus de pays, puisque maintenant ils ont commencé à 5, ils sont déjà 11, plus une trentaine d'autres pays qui sont intéressés à adhérer. Ça, pour moi, c'est le phénomène majeur qui s'est produit ces dernières années, grâce au fait que cette intervention militaire russe eh bien, a fait prendre conscience au reste du monde, au monde occidental, qu'il avait la capacité de résister à l'Occident. Et ça, c'est grâce, au fond, au fait que tout d'un coup, la Russie a dit non, stop,
nous refusons les diktats de l'Occident. Alors effectivement, au début de l'opération militaire spéciale, toute l'Europe, tous les Européens, tout le camp occidental, on va dire, étaient complètement unis derrière on va dire l'Occident pour soutenir l'Ukraine contre la Russie. Et puis on voit qu'avec le temps, effectivement, des divisions apparaissent. Elles existaient déjà, mais sur d'autres fronts, pas sur le front bas, parce qu'il n'y avait pas de conflit d'ailleurs en Ukraine, mais ces divisions qui étaient latentes avant et qui se focalisaient ou qui se cristallisaient sur d'autres domaines, par exemple sur une vision plus conservatrice de la société, etc., eh bien, ces divisions maintenant se sont accrues, se sont approfondies, se sont accélérées suite au conflit avec l'Ukraine, justement parce que de plus en plus l'opinion publique occidentale est en train de basculer dans le camp du pacifisme en disant maintenant cette guerre nous fatigue, on a donné assez d'argent, on a donné assez de moyens, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on voit que ça ne donne pas de résultats et qu'au contraire maintenant c'est la Russie qui gagne du terrain dans le conflit. Donc ça, c'est effectivement une autre conséquence qu'on peut observer depuis quelques mois, surtout depuis quelques mois. Donc la division a lieu au sein même du camp occidental. Et cette division s'est encore évidemment accélérée avec la victoire de Trump aux États-Unis, puisque lui, jusqu'à maintenant en tout cas, était plutôt favorable à l'apaisement du conflit avec la Russie, était plutôt favorable à trouver une issue négociée avec la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine, comme d'ailleurs il a essayé de le faire avec la trêve qui a été obtenue en Palestine, avec Israël. Je crois qu'il ne faut aussi pas oublier le fait que l'irruption d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient entre Israël, la Syrie, l'Iran, le Liban et évidemment surtout Gaza, a aussi fait prendre conscience au reste du monde de la faillite morale de l'Occident. Alors ce n'est pas quelque chose qu'on peut comptabiliser en termes de dollars ou de tanks ou d'armées, ce n'est pas du comptable, mais c'est très important de prendre conscience qu'aux yeux des pays du Sud, maintenant, cet échec moral de l'Occident est devenu patent. Ça n'était pas clair avec l'Ukraine, mais c'est devenu très clair avec ce qui s'est passé en Palestine. Par exemple, là, le fait que l'Afrique du Sud, justement membre des BRICS, dépose une plainte pour génocide à la Cour pénale internationale, ça montre l'importance aussi de cette prise de conscience du Sud, qu'elle pouvait, au fond, contester le leadership non seulement politique, non seulement économique, mais aussi idéologique et moral de l'Occident. Alors, je ne dirais pas que c'est une défaite pour le moment, c'est un recul. Le mot défaite, à ce stade, pour moi, est encore un tout petit peu prématuré. Peut-être qu'il y aura une défaite, mais il y a un recul, justement parce que jusqu'en 2020, grosso modo, le leadership des États-Unis ou de l'Occident sous égide américaine était incontesté. Personne n'osait dire non. Personne. Jusqu'à ce que la Russie dise maintenant stop en Ukraine. Donc c'est ça qui est complètement nouveau. C'est ce recul qui devient observable, qui devient perceptible par l'ensemble du monde non européen et à l'intérieur même de l'Occident par une fraction des opinions publiques qui deviennent conscients de ce phénomène. Et ça, c'est nouveau. Ça veut dire qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour créer, au fond, un monde nouveau. Le monde, on peut dire, multipolaire, pour recréer un nouvel ordre mondial. Alors, on parle de multipolarité, on ne sait pas encore exactement quelle sera la configuration de ce nouveau monde, mais maintenant, il y a une perception beaucoup plus intense qu'on est en train de basculer
qu'un nouveau monde est en train d'émerger, un peu dans la douleur, dans le fracas des bombes et des armes, dans le fracas des conflits commerciaux, du protectionnisme et d'autres, et des arguments moraux, des luttes justement comme elles ont lieu maintenant avec la Cour pénale internationale. Et ça, c'est un phénomène nouveau qui n'existait pas il y a 3 ans. Avec les administrations démocrates, l'idée c'était d'imposer un pseudo-ordre international basé sur des règles, on ne disait pas lesquelles, parce qu'au fond les États-Unis essayaient d'imposer leur ordre plutôt que de respecter l'ordre international basé sur les Nations Unies créées justement à Yalta il y a 80 ans. Ils voulaient s'affranchir de l'ordre international réellement incarné par les Nations Unies, d'où il disait on fait cet ordre basé sur des règles, c'est-à-dire sur nos règles. Mais il y avait un doute, il y avait toujours une ambiguïté entre les deux choses. Tout d'un coup, Trump s'est dit ça suffit. Finalement, ce pseudo-ordre basé sur l'ordre international, j'en ai rien à faire, c'est ce que dit Trump. Au fond, l'ONU, tout ça, j'en ai strictement rien à faire. C'est ce qu'on peut constater, par exemple, avec sa proposition de déporter 2 millions de Palestiniens hors de Gaza. Donc, on voit que lui, il ne fait même pas semblant de respecter les règles internationales, le droit international, comme les démocrates faisaient semblant de le faire. Mais il balaye du coup aussi ce que les démocrates ou l'ordre voulu par les démocrates, soi-disant basé sur des règles. Jette tout ça à la poubelle pour revenir à une méthode beaucoup plus brutale, de ce point de vue-là plus transparente, parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie. On voit clairement, il dit clairement ce qu'il veut. Il veut reconquérir Panama, le Groenland, le Canada. Évidemment, ça ne s'arrêtera pas là. Il n'a pas de raison. Il va au plus pressé. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Et donc, c'est un retour à l'impérialisme des États-Unis tel qu'on l'a connu depuis le début du XXe siècle, enfin, au tournant du XIXe, XXe siècle. Au fond, ce qu'il voudrait, c'est quitter l'ordre pseudo-légal de la République impériale que les États-Unis incarnaient sous le magistère démocrate, des démocrates, pour revenir à une forme beaucoup plus abrupte d'empire, au sens historique du terme, impérialiste. Et puis pour ça, il applique une méthode qui peut être efficace à court terme, il faut lui laisser ça, qui est la méthode que les Américains appellent shock and awe, c'est-à-dire du choc et de la stupeur. C'est de provoquer, de sidérer, provoquer une stupeur dans l'opinion publique, chez les partenaires comme chez les adversaires, en faisant des propositions totalement qui paraissent absurdes, qui paraissent un peu délirantes, mais qui justement choquent, frappent et mettent tant les alliés que les adversaires dans l'incapacité de trouver une réaction. On ne sait pas comment il faut faire. Personne ne sait comment il faut faire face à ça. Et ça peut donner des résultats. On a déjà vu, en 15 jours, finalement, le Panama sortir du projet Belt and Road, donc des nouvelles routes de la soie chinoises. On a vu la Colombie, le Mexique céder aux pressions américaines concernant la réexportation des immigrants, enfin, etc. Donc ça peut donner des résultats, ça peut être payant à court terme. Je ne suis pas sûr que ce sera payant à long terme parce qu'on voit que cette méthode, que les États-Unis ont déjà utilisée par le passé. Ils avaient déjà utilisé en Amérique latine dans les années 70, quand ils provoquaient des coups d'État militaires qui balayaient les régimes démocratiques pour instaurer des régimes qui massacraient leurs opposants. Donc cette méthode du choc et de la terreur n'est pas nouvelle. Trump lui redonne une nouvelle, on va dire, la remet au goût du jour, mais elle n'est pas entièrement nouvelle dans la stratégie américaine. Et je dis ça peut être payant à court terme. Sur le long terme, je ne pense pas,
Pourquoi? Parce que les pays vont simplement aussi réagir. À un moment donné, ils vont se réorganiser, ils vont trouver des parades, ils sont déstabilisés dans l'immédiat, mais forcément, ils vont réagir, comme ça avait été d'ailleurs le cas après la décennie des années 70, 60, 80, où le monde avait aussi réagi. Et puis on n'est plus du tout dans la même configuration, parce qu'à cette époque, les États-Unis dominaient l'économie mondiale de façon éclatante. L'économie américaine dépassait avec l'Europe, si on les mettait ensemble, c'était 70 à 80% de l'économie mondiale, mais ce n'est plus du tout le cas maintenant. Maintenant, les BRICS ont passé devant. Les BRICS, à eux seuls, ont un poids économique avec la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et les autres, un poids équivalent à celui des États-Unis, voire même supérieur sur le calcul en parité de pouvoir d'achat. Donc on n'est plus du tout dans la même dynamique. Ça veut dire que la capacité de réaction du Sud, et notamment de la Chine, qui n'existait pas il y a quelques décennies, maintenant est très réelle. Donc je ne pense pas que si Trump, grâce à cette méthode, peut à court terme obtenir des résultats, je ne pense pas que ce sera durable ça va peut-être. Moi, ce que je pense, c'est que Trump aussi fait ça rapidement parce qu'il sait qu'il a 6 mois pour le faire. Grosso modo, il a 6 mois. Dans 6 mois, le monde aura eu le temps de se réorganiser, aura eu le temps de trouver des parades. Le système, même à l'intérieur, son opposition démocrate aura aussi eu le temps de trouver des parades. Et au fond, dans 6 mois, les choses vont commencer à s'enliser, et donc il aura beaucoup moins de liberté d'action. Pour ça qu'il va si vite et avec une méthode si brutale. Il espère arracher des résultats rapidement parce que ce qui est fait, en se disant ce qui est fait n'est plus... Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Mais je pense qu'il y aura une contre comme toute action. Vous savez, en politique, comme en géopolitique, toute action suscite une réaction. Ça veut dire que son action impérialiste va susciter forcément des réactions. On ne connaît pas encore exactement ce qu'elles seront, mais elles seront là. C'est intéressant de constater que la discussion qu'on a aujourd'hui a lieu exactement 80 ans après les accords de Yalta, donc qui ont eu lieu du 4 au 11 février 1945, à Yalta en Crimée. Crimée qui se retrouve aujourd'hui au centre de l'intérêt, nouveau centre du monde, on peut dire, avec les opérations militaires en Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé à Yalta? Alors en Occident, quand j'étais à l'école, j'étais jeune, on apprenait Yalta par cœur. Maintenant, en Occident, plus personne ne sait ce que c'est, à peu près plus personne ne sait ce que c'est que Yalta. Yalta, on a fait 2 choses. D'abord, on a négocié la fin de la guerre contre l'Allemagne nazie entre vainqueurs. Et je rappelle qu'il y a 2 principaux vainqueurs de la guerre mondiale. Il y a l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, d'un côté, et les États-Unis et les Européens de l'autre. On a déjà oublié ça, première chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de l'Allemagne après la guerre? Premier objectif de Yalta. Deuxième chose, c'est comment on va travailler ensemble après la victoire sur l'Allemagne. Et c'est là que, d'une part, on a défini des sphères d'influence entre les 2 vainqueurs, c'est-à-dire le monde oriental soviétique, l'Union soviétique d'un côté, et l'Occident, les États-Unis de l'autre. Ce qui aboutit, entre guillemets, en ce partage de l'Europe qui est devenu effectif après, dans les années 40 et 50, et qui a donné naissance à la guerre froide, qui a été... Voilà. Et puis, troisième chose,
on a non seulement défini plus ou moins des sphères d'influence, mais on a essayé de rebâtir un ordre international dans lequel tous les vainqueurs pouvaient avoir voix au chapitre d'une façon égalitaire, en acceptant aussi les autres pays du monde, et ça a été la naissance des Nations Unies, avec le Conseil de sécurité dans lequel étaient représentés les 5 grands vainqueurs, c'est-à-dire États-Unis, Union soviétique, Chine, France et Grande-Bretagne, qui sont l'héritage actuel. Ça, on l'a oublié, effectivement. Et ce qui est important, c'est de garder ça en lumière parce que cet héritage-là est en train de... D'une part, on l'a oublié, j'entends du point de vue intellectuel, mais aussi cet ordre international issu de la Deuxième Guerre mondiale est lui-même en train de s'effacer, de s'effondrer, parce qu'on attend, il y a une revendication, comme on le disait tout à l'heure, pour recréer un nouvel ordre, plus équitable, plus égalitaire, avec beaucoup plus de partenaires, puisqu'entre-temps les colonies, les puissances coloniales ont disparu et que 150 nouveaux pays, ce qui existait en 1945, il y avait 50 pays autour de la table, autour des 5 vainqueurs. Maintenant, on est à 200 pratiquement. Donc, il y a besoin d'autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, Yalta 2.0, oui, dans le sens que ça pourrait se faire, je n'y crois pas trop pour le moment, à la faveur, disons, des négociations qui ont lieu maintenant entre les Américains et les Russes à propos de l'Ukraine, peut-être aussi d'ailleurs avec le Moyen-Orient. On sait qu'il y a des discussions, on ne sait pas exactement sur quoi elles portent. Sachant que c'est 2 puissances mondiales, probablement qu'on discute de beaucoup de choses, de l'Ukraine évidemment, mais aussi peut-être d'autres choses. Puisqu'au fond, la sécurité, les enjeux de sécurité sont globaux. Ce n'est pas juste un secteur en Europe ou un secteur en Palestine, c'est plus global que ça. Ouais. Donc, c'est possible. Je ne suis pas sûr que psychologiquement, l'Occident et les États-Unis sont prêts à accepter de faire un Yalta 2.0. Parce que je rappelle que ce qui avait permis Yalta, c'était la lutte contre l'ennemi commun nazi, qui occupait quand même 9/10 de l'Europe. Si on regarde la carte de l'Europe en 1942, il n'y avait que la Suisse, l'Espagne et le Portugal, qui n'étaient pas... et puis la Suède, effectivement, qui était neutre. Toute l'Europe était sous la botte fasciste. Donc ça avait été possible parce qu'il y avait eu un combat commun, même s'il y avait des divergences entre Staline et Roosevelt, pour dire comme ça, il y avait eu ce combat commun qui avait permis d'aboutir à cette négociation commune. Là, on n'est pas dans un combat commun, on est encore dans une confrontation entre les deux. Donc on n'est pas tout à fait dans la même configuration aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'un Yalta 2.0 soit possible. En revanche, ce qu'on peut souhaiter, et je pense que les 2 parties le souhaitent, c'est obtenir un accord peut-être plus modeste qui serait, lui, alors plus concentré sur l'Ukraine et sur l'Europe. Ça, je pense que c'est plus atteignable dans la configuration actuelle, parce que là, il y a un intérêt des 2 côtés, des États-Unis d'une part, parce que Trump a toujours dit qu'il voulait faire la paix pour passer à autre chose, hein, lui faire du business, développer, et puis se consacrer, se focaliser sur la Chine, et puis la Russie, parce qu'à un moment donné, elle sait que les combats vont devoir s'arrêter, si possible à l'avantage, on va dire, évidemment de la partie russe, mais qu'il faudra aussi quand même faire quelques concessions, puisque dans une négociation, ça se fait toujours à 2. Troisième raison, une autre raison pour laquelle je ne crois pas à un Yalta 2.0, c'est l'existence de la Chine. Parce que si on veut faire un Yalta 2.0, il faut inclure la Chine. La Chine est quand même la première ou la deuxième, en tout cas la 2e puissance mondiale. Donc ça paraît difficile
de faire un Yalta, c'est-à-dire un partage des sphères d'influence dans le monde, sans y associer la Chine. Donc c'est aussi peut-être un complément à ajouter. Maintenant, pourquoi les États-Unis sont plus ouverts à des négociations sur la paix qu'avant? Pour deux raisons. Premièrement, c'est la victoire de Trump. Trump a toujours dit, pendant toute la campagne électorale et même avant, qu'il était plutôt favorable à une discussion avec Poutine, même pendant son premier mandat. Ils se sont rencontrés, etc. Il y a eu des sommets à Helsinki, ailleurs, ils se sont rencontrés. Donc il a toujours été ouvert à une discussion avec la Russie. Pourquoi? Parce que pour lui, il trouve dans sa stratégie, c'est important d'avoir plutôt une Russie neutre ou une Russie non hostile, c'est-à-dire détachée de la Chine, puisque l'objectif, l'adversaire numéro un, le rival numéro un des États-Unis, ça n'est pas la Russie, c'est la Chine. Et pour se concentrer sur la Chine, à un moment où les États-Unis sont plus vulnérables ou un peu relativement plus faibles qu'il y a 20 ou 30 ans, eh bien, lui, il pense que c'est important de ne pas encore avoir la Russie sur le dos, si on peut dire, de façon un peu triviale. Et donc, d'avoir plutôt une Russie détachée de la Chine, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles, au fond, Trump cherche quand même une solution avec la Russie et donc est plutôt favorable à entamer des négociations avec la Russie à propos de l'Ukraine. Puis l'autre raison, c'est ce qui se passe sur le terrain. Parce que la guerre coûte cher, alors elle peut coûter cher à la Russie, mais on voit que l'économie russe tient très bien le coup, alors que l'économie, notamment européenne, elle est en souffrance, elle est dans la douleur, elle est en train d'imploser. L'économie, l'industrie allemande est en train de chuter. L'Allemagne est en récession. Et donc, ça coûte de plus en plus cher, parce qu'il faut aligner les milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Et puis que malgré cette aide, l'Ukraine est en train de perdre du terrain, et peut-être est en passe de perdre la guerre. Donc à partir de là, un esprit réaliste, on peut douter que les Européens soient réalistes, je suis d'accord, mais enfin disons quand même, en observant ce qui se passe sur le terrain, ça devient difficile de contester cet état de fait. Et contrairement à peut-être à ce qu'espèrent encore les Baltes ou les Polonais ou certains Scandinaves complètement fanatisés, l'économie russe ne va pas s'effondrer dans les 6 mois qui viennent. Parce qu'on voit les résultats du mois de janvier, d'ailleurs économiques du mois de janvier, en Russie sont très bons. On n'arrête pas de dire l'économie russe, non, elle ne tient pas, il y a l'inflation et tout ça, mais malgré tout, ça fait 3 ans que... Et si vous allez à Moscou aujourd'hui, vous ne voyez pratiquement pas d'effet du conflit sur l'économie, sur le mode de vie, le niveau de vie de la population russe, j'entends en général. Donc on voit que la Russie peut encore tenir la pression contre l'Ukraine pendant longtemps et donc gagner toujours plus de terrain et donc toujours plus affaiblir la position non seulement de l'Ukraine mais de l'ensemble du camp occidental, ce qui rend justement, ce qui rendrait un accord de paix encore plus défavorable pour Trump. Et puis Trump, il a aussi intérêt à aller vite, parce que plus le temps passe, plus cet échec lui sera attribué. Tandis que maintenant, s'il doit faire des concessions, il peut les attribuer aux démocrates qui ont mal géré la guerre. Après, ça deviendra sa guerre dans 6 mois ou une année. Parce que tout le monde aura oublié Biden.
malheureusement, moi comme Européen, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais les dirigeants européens sont des dirigeants qui sont médiocres, qui sont mauvais, qui n'ont pas la capacité de jugement, ni la force intérieure, ni le courage, au fond, d'affronter les réalités. Ils se bercent d'illusions en croyant qu'on va pouvoir continuer à faire massacrer les Ukrainiens à leur place, puis continuer à livrer des armes dont on voit qu'elles ne changent strictement rien sur le champ de bataille, continuer à aligner des milliards, c'est-à-dire à s'endetter, puisqu'au fond c'est l'Europe qui s'endette. Hein. Jamais les Ukrainiens vont rembourser ces dettes, ou alors dans 100 ans. Donc malheureusement, cette génération de politiciens européens, qui est aussi fanatisée par les Polonais, les Baltes, etc., qui sont, eux, on dirait, les vrais maîtres de la pensée stratégique européenne, ce qui est absurde, au fond. Malheureusement, on paye le prix d'une gouvernance médiocre de l'Europe et vassalisée par les États-Unis. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, ce qui serait intéressant de voir, c'est si l'Europe, qui s'était complètement soumise aux États-Unis sous l'administration démocrate, mais qui est beaucoup plus, disons, critique vis-à-vis de Trump, sera capable de saisir cette opportunité pour réagir, pour s'autonomiser, regagner de l'autonomie économique, l'autonomie militaire, etc. Aussi, au contraire, elle ne va pas encore davantage s'aplaventrer, tomber dans la servilité la plus absolue. On ne sait pas. Peut-être qu'un sursaut inespéré peut venir. Mais disons, avec les dirigeants qu'on a actuellement, si on regarde l'anglais Starmer, Macron, Macron de temps en temps, il a des velléités de résistance, mais chaque fois après, il s'aplatit. Les Allemands, Scholz, ils résistent un peu pour la livraison de certaines armes. Danemark, oui, ben, l'exemple du Danemark est aussi flagrant. Parce que tout d'un coup, on avait pensé qu'ils allaient, contre la Russie, montrer des bras en disant on va résister, on va livrer nos armes. Ils ont donné tous leurs avions, d'ailleurs, F-16. Et puis on voit que Trump a levé le doigt en disant ah, mais je m'intéresse au Groenland. Et puis 3 semaines après, le Danemark était déjà en train quasiment de capituler. Alors, de temps en temps, on dit ah, mais les Français ou les Allemands, j'ai lu ça hier, pourraient envoyer des troupes au Groenland. Ça ne se passera jamais, évidemment. Parce que si quelqu'un peut résister, c'est les Groenlandais eux-mêmes, parce que les Danois sont incapables d'une réaction de quelconque critique ou d'opposition face aux Américains. Donc il y a plus à espérer du côté des habitants eux-mêmes du Groenland que de la part des Danois, à mon avis. Une des difficultés que les dirigeants européens ont, c'est qu'ils ont toujours dénié tout droit à la Russie. Ils ont toujours dénié toute, au fond, légitimité, ou toute, alors je ne sais pas si c'est légitimité à l'intervention militaire, mais disons, ils ont dénié à la Russie toute raison rationnelle de leur intervention en Ukraine en disant c'est la folie de Poutine, c'est les Russes qui sont intrinsèquement, depuis 1000 ans, impérialistes, expansionnistes, etc., ce vieux discours-là. Ils n'ont jamais, effectivement, voulu reconnaître que la Russie avait des intérêts légitimes de sécurité, et que ces intérêts légitimes de sécurité passaient obligatoirement par un accord sur le versant européen de la Russie, c'est-à-dire un accord avec l'Europe de l'Est et en particulier avec l'Ukraine. Donc, ayant toujours dénié cet intérêt sécuritaire de la Russie, ils sont incapables maintenant, même conceptuellement, de le reconnaître. Et c'est de là devient que leur difficulté
à entrer en discussion, en négociation avec les Russes. Mais ils vont être obligés de le faire. Ils vont être obligés de le faire forcés par la réalité économique et militaire. Donc ils y viendront. Peut-être qu'il faudra des changements, peut-être qu'il faudra un autre président français, il faudra que Scholz, il y ait un autre dirigeant allemand, puisqu'on voit que l'actuelle coalition allemande avec les Verts qui sont devenus complètement bellicistes, complètement agressifs, militaristes à outrance, ce sera impossible. Il faudra un changement en Allemagne avec les élections. Tout ça est possible. On voit qu'en Roumanie, prendre un plus petit pays, c'est un président, enfin il y a un président qui aurait dû être élu, eh bien, qui était hostile à cette opération militaire. C'est la raison pour laquelle on a aboli cette élection. Mais on va devoir revoter. Il est bien possible que eh bien, ce même candidat remporte à nouveau l'élection. Donc on voit, probablement, il faudra peut-être attendre un changement. On a vu en Slovaquie, alors maintenant, ces jours-ci, on essaye de renverser le Premier ministre slovaque, M. Fico, avec des manifestations organisées par justement le camp pro-atlantiste qui cherche à le renverser. En Géorgie, ça n'a pas réussi. Il est possible aussi qu'on ne réussisse pas en Slovaquie. Donc on voit qu'il n'y a plus seulement Orban, mais qu'en Europe, il y a des choses, les fronts sont en train de bouger. Et ce n'est pas exclu de penser que dans quelques mois, peut-être, voilà, eh bien, il y a des opportunités pour que les dirigeants européens prennent conscience de l'intérêt de discuter avec la Russie et donc de reconnaître la légitimité des intérêts sécuritaires russes. La Russie, depuis le début de son existence, on va dire il y a 1000 ans, a toujours été préoccupée par sa sécurité parce qu'elle n'a pas de frontières naturelles. C'est un espace plat. Ici en Europe, où les frontières sont déterminées par des montagnes, on a de la peine à comprendre ça, mais la Russie, c'est une porte ouverte au vent du monde. Et donc, elle a toujours été préoccupée, surtout après l'invasion mongole du XIIIe siècle, qui a été un traumatisme énorme, puisqu'elle a vu la disparition de la Russie autour de Kiev, d'ailleurs, au XIIIe siècle. Donc ça reste dans l'imaginaire russe, toutes ces invasions, parce qu'ici, on a renversé les choses. On dit que c'est les Russes qui envahissent. En réalité, dans la réalité historique, c'est les Russes qui ont été envahis par les autres, par les Mongols, les Polonais. On oublie de dire que les Polonais ont envahi 2 fois la Russie, au XVIIe siècle et en 1919, par les Allemands, enfin les Français, etc. Donc, dans l'imaginaire russe, c'est important, pour préserver la civilisation, le peuple, etc., que la sécurité du pays soit assurée. Et ça, on ne veut pas le reconnaître ici. Mais c'est important aussi que l'Ukraine, notamment, soit un espace neutre, comme l'avait été la Finlande en son temps, après en 1945. Et donc, tant que les Européens ou les Occidentaux ne veulent pas reconnaître cette exigence-là, il ne s'agit pas d'occuper l'Ukraine, de massacrer les Ukrainiens, d'empêcher un Ukrainien d'exister. Je rappelle qu'avant 2014, il n'y avait pas de problème, la Russie n'avait pas de problème avec l'Ukraine, pour une raison très simple. On ne parlait pas d'invasion russe en Ukraine avant 2014, pour une raison très simple, c'est que le gouvernement ukrainien travaillait avec les deux côtés. Il y avait des accords économiques avec les deux côtés. Et c'est au moment où l'Union européenne a voulu empêcher l'Ukraine de commercer avec la Russie, imposer son ordre économique, et que les Américains ont provoqué la révolution de Maïdan qui a installé un gouvernement pro-atlantiste, anti-russe en Ukraine, que les problèmes sont survenus. Parce que ce nouveau régime a voulu déneutraliser l'Ukraine pour en faire une force, au fond, agressive contre la Russie, avant. Qu'on se rappelle, c'était il y a 10 ans, on devrait s'en souvenir.
Il n'y avait pas, il y a pas eu, il y avait 2-3 tensions, évidemment, mais il n'y a jamais eu de problème. Donc la Russie veut simplement revenir au statu quo ante, avant 2014, quand l'Ukraine, dans sa constitution, faisait d'ailleurs référence, dans la déclaration d'indépendance de 1991, l'Ukraine fait référence à une sorte de neutralité. C'était tout. Si l'Ukraine revient à ce qu'elle était avant 2014, on résout déjà une bonne part du problème. Après, il y a la question territoriale. Là, c'était l'erreur qui a été commise en poussant la Russie à bout, c'est que ces territoires maintenant seront perdus pour l'Ukraine. Parce que la Russie ne pourra pas les rendre. Même si elle veut, elle ne pourra pas. Parce que les populations de ces territoires n'accepteront jamais de redevenir en main ukrainienne et de subir toutes les exactions, les humiliations qu'elle a dû affronter après 2014, après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement ultranationaliste à Kiev. Donc voilà, question territoriale, ça sera fixé là où ça va se fixer à peu près. Et puis neutralisation, c'est les deux points les plus importants. À ce moment-là, on peut dire que les intérêts sécuritaires russes seront respectés. Je ne peux pas parler au nom de la Russie, mais c'est comme ça que je vois les choses. Dans les circonstances actuelles, c'est difficile d'imaginer un troc, un deal, des échanges, parce qu'on ne voit pas très bien pour le moment, comme ça, in abstracto, quels pourraient être les termes de cet échange. Ce que je pense, mais on peut en imaginer plusieurs. Un, je pense que c'est d'abord un arrêt des subventions. Il faut gaspiller de l'argent pour rien. C'est quand même 100-200 milliards de dollars qui ont été donnés à l'Ukraine ces dernières années, sous différentes formes, par les États-Unis. Deux, c'est aussi, ça accapare, c'est comme la guerre en Palestine, elle accapare l'attention des États-Unis, ça consomme des ressources humaines, du temps de travail. L'Ukraine, la même chose, et ça pour pas grand-chose. Pour le moment, pour rien. Ça coûte plus que ça rapporte. Donc on peut dire que s'il y avait une cessation des hostilités ou un accord avec la Russie, ça permettrait de réexploiter les ressources ukrainiennes. Ressources naturelles, alors elles ne sont peut-être pas aussi énormes qu'on le prétend, mais elles existent quand même. Il y a des ressources agricoles, il y a aussi des ressources en matières premières. Alors une partie est déjà du côté russe, mais il y a encore une partie qui reste du côté européen. Parce qu'au fond, le problème qui va se poser, c'est la reconstruction de l'Ukraine. Quelqu'un va devoir payer. Et s'il y a un accord avec les Russes, ce n'est pas les Russes qui vont payer. Donc là, un des deals, c'est que l'Ukraine essaie de refinancer la reconstruction à travers la mise à disposition des ressources ukrainiennes à l'Occident, en tout cas pour garantir cette fois les prêts, puisqu'on a déjà perdu beaucoup de centaines de milliards. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut penser, parce que la reconstruction de l'Ukraine, oui, mais qui paye? Qui paye? Alors la Suisse peut donner 1 milliard, mais sur 500, ça ne va pas le faire, vous voyez ce que je veux dire? Et puis en même temps, après, il faudra justement la financer et retrouver le retour sur investissement. Donc c'est déjà ça. Et puis je dis, l'obsession des Américains, c'est la Chine. Parce que là, on n'en parle pas. Mais dans l'optique de Trump, le but de Trump, il faut regarder sa campagne, c'est « Make America Great Again ». Restaurer le leadership, ça c'était le slogan de Biden, le leadership américain. Reconstruire l'Amérique pour qu'elle soit le leader mondial. C'est ça le but de Trump. C'est-à-dire, écrase la Chine. Or, comme on le disait tout à l'heure, les États-Unis n'ont plus les moyens d'écraser la Chine alliée à la Russie, en se battant sur 2 fronts.
voire sur 3 avec l'Iran. Donc pour ça, de calmer le jeu en Ukraine pour pouvoir mieux se focaliser sur le Pacifique, l'Asie, la Chine, eh bien c'est aussi tout ça de gagner pour les États-Unis. Ça leur donne le temps de se reconstruire. Ça leur donne le temps de se réindustrialiser. Alors, d'où l'objectif des tarifs, du néo-protectionnisme, etc. Mais ça, on peut le faire rapidement. Mais pour réindustrialiser l'Amérique, ce n'est pas 6 mois, c'est 6 ans ou 10 ans. Et donc, pour ça, c'est un objectif à long terme. Et en se battant sur 2 fronts, puis en dépensant encore de l'argent inutilement dans une guerre perdue, comme c'est le cas en Ukraine, où est l'intérêt? Et si on est un businessman rationnel comme Trump l'est, ben on fait le calcul, puis on voit que payer pour rien, dépenser pour rien, donner des milliards pour rien, ben au bout d'un moment, ben voilà, faut dire stop. Pour la Russie, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une volonté non seulement de ne pas geler le conflit puis de s'arrêter là, ça c'est juste, comme ça avait été fait par exemple lors de la guerre de Corée en 1953. Il y a un désir d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire un accord de sécurité globale, plus général, qui inclut une neutralisation de l'Ukraine. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que l'Ukraine existe, mais retrouve sa neutralité, qui était celle d'avant 2014. Si l'Ukraine revient à ce qu'elle faisait, ce qu'elle pratiquait avant 2014, remet dans sa constitution une référence à la neutralité, ce qu'elle avait fait en 1991, ben je pense que les Russes peuvent s'en satisfaire. Parce qu'après, il y aura toujours peut-être un risque de conflit, même avec la neutralité dans la constitution ukrainienne. On ne peut pas exclure, mais personne ne peut rien exclure. En revanche, si ça l'est, c'est quand même une garantie, parce que ça devient une garantie de droit international. C'est quand même un peu plus compliqué à la nier, à la bafouer, à la violer. Et puis, on peut faire le calcul que l'agressivité ukrainienne va renaître. On peut aussi faire le calcul que les choses vont s'apaiser et que l'Ukraine a déjà suffisamment souffert pendant cette guerre. Les Ukrainiens qui sont opposés à la guerre et qui deviennent de plus en plus nombreux finissent par justement imposer leur point de vue, parce que maintenant c'est les hypernationalistes qui parlent. Mais on peut penser qu'il y a une majorité d'Ukrainiens qui ne sont pas favorables à la guerre. On peut penser qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas, hein, mais peut-être 30% des Ukrainiens minimum, peut-être plus, qui ne sont pas anti-russes. Sauf qu'on ne les entend jamais, sauf qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, sauf que quand ils parlent russe, on les brime. Mais dans un pays qu'on va dire apaisé, ces gens-là vont de nouveau s'exprimer. Donc on ne peut pas exclure que la paix revenant, davantage de raison, davantage de soucis, disons, de vivre en paix reviennent aussi. On ne peut pas exclure le regain d'agressivité, on ne peut pas non plus totalement exclure. Mais pour ça, il faut effectivement que la neutralité de l'Ukraine soit officiellement reconnue en Ukraine, via un changement de la Constitution, et via les signataires ou les garants de cette paix, c'est-à-dire les Européens, les Américains et les Russes. Mais ce n'est pas impossible à obtenir, parce que c'était déjà le cas il y a 10 ans, en tout cas de facto. On peut comprendre effectivement que la Russie ait beaucoup de suspicions vis-à-vis de l'Occident, puisqu'effectivement, la Russie a été souvent trompée.
Elle a été trompée effectivement avec les accords de Minsk de 2015, 2014-2015, où Angela Merkel et Hollande ont reconnu que les accords de Minsk, c'était du vent, et que c'était uniquement destiné, au fond, à permettre à l'Ukraine de s'armer pour pouvoir faire la guerre à la Russie. C'était déjà une première tromperie. Il y a eu une deuxième tromperie, effectivement, lors des négociations qui ont eu lieu au mois de mars 2022 à Istanbul, à Brest d'abord, puis à Istanbul ensuite. On était près d'un accord, et puis tout d'un coup, les Anglais, avec Boris Johnson, les ont torpillés. Tout ça est juste. Donc les Russes, de leur point de vue, ont raison d'être très, très suspicieux vis-à-vis de la bonne foi occidentale. Mais ça, c'est vrai dans toutes les négociations. Et surtout en cas de guerre, on se méfie quand même de l'ennemi, quoi. Mais en même temps, on est obligé de discuter avec lui si on veut faire la paix. Donc il va falloir... Et il y a quand même eu dans l'histoire énormément de paix qui ont été signées, qui ont marché. Au Vietnam, enfin, même si après il y a encore eu des ajustements, mais enfin voilà. Donc on voit qu'à un moment donné, il faut négocier, que même si on doute de l'autre, après il y a quand même des papiers qui sont signés, il y a quand même des engagements qui sont faits, des garanties qui sont données, puis on va devoir faire avec. Donc je ne pense pas, c'est la raison pour laquelle je pense que ce conflit va encore, même si on arrive à une paix sur le front, va encore infuser pendant un certain temps, parce qu'il va falloir construire ce qu'on appelle des mesures, prendre des mesures de construction de la paix. Il ne suffit pas de signer un papier, quoi. Parce que le papier, on sait qu'on peut le déchirer. Mais là, on peut penser qu'après 3 ans de guerre, 3 ans d'usure, 3 ans de... On voit quand même les Ukrainiens sont fatigués, ils arrivent quand même au bout, qu'il y a eu des dizaines de milliers de victimes, etc. On peut quand même penser qu'à un moment donné, eh bien, l'envie de paix reprenne le dessus sur le... C'est ce qu'il faut espérer. À un moment donné, on y arrivera, fatalement. Fatalement. Après, je dis, personne ne peut avoir de garantie à 100%. Quand on parle de reconstruction de l'Ukraine, on regarde toujours le point de vue occidental qui consiste à reconstruire la partie qui a été détruite, on va dire, par les Russes côté ukrainien occidental. Voilà. C'est-à-dire les immeubles qui ont été bombardés à Lvov ou à Kiev ou dans la partie ou Tchernigov, enfin voilà, ces villes-là. On ne parle jamais de la partie qui a été détruite côté russe par les Ukrainiens. Donc on pourrait dire que s'il y a par exemple des dommages de guerre qui seraient discutés, les Ukrainiens devraient payer pour ce qu'ils ont détruit du côté oriental, du côté Donbass. Mais ça, pour moi, ça reste quand même, je veux dire, ça reste une idée, enfin, parce qu'en réalité, et on le voit déjà sur le terrain maintenant, jamais l'Occident et l'Ukraine, on va dire, ce qui restera de l'Ukraine, va payer pour la reconstruction du Donbass. Là, il faut quand même être réaliste. Puis on voit que les Russes ont déjà accepté et pris note de ça, parce qu'eux-mêmes sont déjà en train d'investir des milliards pour reconstruire Mariupol, pour reconstruire les villages qui ont été détruits, pour reconstruire Donetsk et Lugansk. J'ai eu l'occasion de visiter, j'ai pu voir des immeubles flambant neufs, sortis de terre tout neufs, des écoles toutes neuves, des hôpitaux tout neufs. C'est déjà la réalité du Donbass aujourd'hui. Donc la Russie n'a pas attendu la fin des hostilités pour commencer à reconstruire. Raison pour laquelle, aussi pour les Russes, c'est définitif. L'incorporation de ces régions dans le territoire russe est définitive. Ils ne reviendront plus en arrière. Donc voilà ce qu'on peut. En revanche, pour l'Occident, il va falloir effectivement remettre à flot ce qui a été démoli pendant la guerre, qui est peu de choses en réalité, comparé aux destructions qui ont eu lieu dans le Donbass, si on regarde les choses objectivement,
et puis remettre à flot l'économie ukrainienne, qui est quand même dans un très très mauvais état. Moi, je pense que les Ukrainiens, enfin le gouvernement ukrainien actuellement a peu de... alors il peut parler, il s'exprime beaucoup, il revendique beaucoup, on fait du chantage affectif, c'est toute la tactique de Zelensky de faire du chantage. Je suis une victime, nous sommes des victimes, il faut nous aider. Mais je pense que dans la réalité des négociations, je pense que le gouvernement actuel à Kiev pèse pour très peu. Parce qu'il est entièrement dépendant de l'offre, de l'aide qui lui est fournie. Donc c'est un peu comme Netanyahou. Netanyahou en Palestine est à la fois très fort parce qu'il peut s'appuyer sur la communauté juive américaine, puis à la fois très faible parce que si Trump dit bon, on arrête, dans ce cas-là j'arrête tout, puis eh bien du jour au lendemain, M. Netanyahou ne peut plus rien faire. Donc M. Netanyahou a beaucoup plus de poids que ne l'a Zelensky aux États-Unis, surtout vis-à-vis de Trump. Donc, à mon avis, ça ne dépend pas tellement du point de vue ukrainien. Même s'il crie très fort, puis que les médias occidentaux relaient chacun de ses discours et chacune de ses phrases tous les jours, en réalité, ce n'est pas d'eux que va dépendre l'issue des négociations. Parce qu'ils pèsent rien. Sans aide. En revanche, la difficulté viendra, comme on le disait tout à l'heure, des Européens. Il faut que les Européens adhèrent à cet accord, ce qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts à faire, comme on l'a vu. Bon. Dans cette optique où justement on est en train d'observer ce changement, ce passage d'un monde à l'autre, avec un nouvel ordre mondial plus égalitaire et de type multipolaire, axé autour des BRICS, avec quelques personnes ici à Genève, on avait eu l'idée de créer un institut multipolaire, un institut de réflexion sur la multipolarité, au fond la promotion de l'idée multipolaire ici à Genève. Alors, pourquoi Genève? Parce que Genève est pas, et la Suisse ne joue pas un rôle éminent dans l'émergence d'un monde multipolaire. Mais pourquoi? Parce que Genève possède un biotope diplomatique avec les organisations internationales, avec la tradition issue de la Société des Nations et des Nations Unies et toutes ces organisations, qui, en Europe en tout cas, pour être un terrain favorable pour développer cette idée de multipolarité, parce qu'on en parle, mais elle est très mal comprise, elle est ignorée des médias occidentaux, qui ne veulent pas en entendre parler pour l'instant, et puis c'est un concept qui n'est pas encore très bien compris, et qui doit encore être aussi développé, approfondi, etc. Donc cette idée, c'était de créer un institut qui serve à la fois de plateforme, de lieu de réunion entre les différents partenaires, parties prenantes, effectivement, notamment autour des BRICS et du Sud global, pour créer un espace de réflexion, un espace aussi de rencontre et essayer d'apporter une valeur ajoutée à des réflexions pour aider au fond ce nouveau monde à naître. C'est un peu ambitieux, c'est un peu comme ça, oui, peut-être un peu abstrait au départ, mais je pense qu'à Genève, on aurait cette faculté-là. Maintenant, il faut encore convaincre, il faut porter cette idée, c'est tout nouveau. Voilà. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt pour le moment à la fois de l'État hôte, c'est-à-dire de la Suisse. La Suisse est plutôt alignée sur l'Europe
les États-Unis jusqu'à maintenant, en négligeant tout ce qui vient du Sud, tout ce qui est multipolaire, tout ce qui est BRICS. Alors elle agit de façon transactionnelle avec eux, elle est toujours en discussion, mais au fond, elle n'a pas pris conscience de ce que signifiait l'irruption de ce nouveau mode opératoire dans le monde. Donc elle n'est pas encore prête à soutenir ça, puis elle a peur aussi des éventuelles mesures de rétorsion américaines ou européennes, parce que, évidemment, accepter l'idée qu'un monde multipolaire émerge, eh bien, quelque part, c'est remettre en cause l'histoire européenne et occidentale qui était basée sur l'hégémonie, sur le leadership, sur le fait que l'Occident, au fond, dirigeait le monde, quelque part, hein, même si c'était c'était à travers des institutions qui masquaient ça. Donc, c'est accepter le fait que l'Occident n'est plus la puissance principale, mais était une puissance parmi d'autres. Et c'est très difficile de faire le deuil psychologique et politique de cette prééminence et d'accepter qu'autour de la table, on parle avec des égaux. Ben, c'est tout le problème qui se passe avec la Russie. Au fond, l'Occident n'accepte pas que la Russie parlait d'égal à égal avec la Russie. La Russie était vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale ensemble avec l'Occident. Ils étaient sur un pied d'égalité. Tandis que maintenant, après la chute de l'Union soviétique, l'Occident s'est dit « j'ai gagné, je suis tout seul ». Donc c'est moi qui commande, c'est ce que se sont dit les Américains, en tout cas les néoconservateurs américains et surtout les démocrates américains, et ils se sont dit bah, maintenant on est tout seul, on fait ce qu'on veut. Et pendant 10, 20, presque 30 ans, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Maintenant c'est plus compliqué. Et donc, et de là, et Trump, il n'a pas perdu cette idée. Donc les gens qui trouvent Trump génial, je leur demande un peu de réfléchir, parce que ce que veut Trump, c'est restaurer, c'est recréer les conditions qui avaient permis aux États-Unis d'être les leaders mondiaux. C'est ça qu'il a en tête. Trump, mais comme ce n'est plus le cas maintenant, il est obligé un peu de discuter, de se trouver des alliés, mais son objectif réel, c'est celui-là. Et à mon avis, il n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'il n'y arrivera pas, parce que les États-Unis n'ont plus les moyens. L'idée maintenant, c'est de faire en sorte que ce Sud global qui est devenu, au fond, ensemble, la première puissance économique, mais qui n'est pas encore organisée, eh bien, trouve aussi une plateforme pour discuter, pour parler de problèmes communs avec l'Occident, d'égal à égal. Et tant que ce pas n'aura pas été franchi, ce sera difficile de le faire. Mais c'est le but d'un institut de ce genre, c'est de se faire prendre conscience que quelque chose est en train de se passer, qu'à un moment donné, il va falloir en tenir compte. Et ça sans hostilité. Il ne s'agit pas d'être anti-occidental, anti-américain, anti-ceci ou cela. Simplement de faire prendre conscience aux gens, oui, qu'un nouveau monde est en train d'émerger. La domination de l'Occident, elle est économique, mais l'économie est régie par le politique. Ce n'est pas l'économie, qui, contrairement à ce qu'on pense, qui gouverne le monde. Elle gouverne, la cupidité gouverne le monde, le désir de faire de l'argent et de gagner de l'argent, mais souvent c'est au détriment des autres. Et si les corporations, les grandes sociétés occidentales ont autant de succès et font autant d'argent, c'est parce qu'elles réussissent à créer le cadre légal et l'environnement, le contexte, les conditions cadres qui favorisent l'exploitation du Sud par rapport au Nord. Et ce que veut le Sud global, c'est parler à égalité. C'est pas d'être dominé. C'est pas de...
comme avec le FMI, on leur prête de l'argent à des conditions prohibitives, qui doivent rembourser à des conditions prohibitives, qui les empêchent de se développer. C'est d'avoir des conditions beaucoup plus équilibrées et égales. Et c'est ça que l'Occident ne veut pas accepter, mais y compris sur le plan économique. Parce que c'est facile d'aller en Afrique et puis de dire, la France, par exemple, dominait l'Afrique avec le franc CFA, les Américains avec le dollar, maintenant, les gens se sont aperçus que c'était des moyens de domination. Donc, ils veulent aussi s'en émanciper. Et c'est ça qui est difficile de faire comprendre à l'Occident, parce que la rente de situation dont l'Occident avait bénéficié pendant le colonialisme et après la période coloniale, en maintenant des institutions qui leur permettaient d'avoir un avantage conséquent sur le reste du monde, sont en train de disparaître et donc de se faire sur une base plus équilibrée, plus harmonieuse, on va dire, qui serait normalement dans l'intérêt de tous. Mais quand on a été habitué à gagner de l'argent facilement sans travailler, comme c'est le cas des Américains grâce au dollar, puisqu'il suffit d'imprimer des dollars puis de le redistribuer aux autres via l'USAID. Cette période-là est en train de s'achever. Et c'est très difficile pour l'Occident d'accepter ce fait. Et les banques suisses, prendre elles, tant qu'on exploitait le tiers-monde, puis quand les capitaux qui étaient issus du tiers-monde étaient reconvertis dans les banques privées, puis qu'on gérait ce capital, donc l'argent allait là-bas, puis revenait ici dans les banques privées. C'est un mode parfait. Mais maintenant, si le Sud réclame davantage d'égalité, l'Occident va devoir se remettre à travailler, à recréer aussi de la richesse, et pas simplement un système, au fond, d'exploitation qui lui était très favorable. Pour ça que le projet de GIM ou de multipolarité n'est pas très populaire pour l'instant en Occident. Mais ça va venir, il faut être optimiste. Mais il faut commencer, et à mon avis, le processus a déjà commencé. Et il va s'accélérant. Alors après, il y aura des reculs. C'est jamais un développement linéaire. Peut-être Trump arrivera, grâce à sa méthode qu'on exposait tout à l'heure, à faire reculer, à remettre la main sur Panama, sur d'autres, puis à faire reculer l'idée de multipolarité. Peut-être qu'il va créer la division au sein des pays du Sud. Tout est possible. Mais pour moi, du fait même de la puissance retrouvée de la Chine, puissance retrouvée de la Russie, de l'Inde, qui pèsent très lourd dans le système, l'Occident n'a plus la capacité de réimposer complètement ce système. Donc ça va faire comme ça, mais ça va aller progressant dans la durée. Oui, donc je pense que ce processus va durer au moins une génération. Mais je pense qu'il a déjà commencé. Il est en train de devenir de plus en plus effectif et que même s'il y a des reculs, ces reculs seront temporaires parce que la dynamique est lancée.